Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 126. Je revisite mon rapport à la performance. Pour commencer, remercions François qui nous partage les bienfaits de son achat de 2 minutes mon amour. Et il nous dit « Idéal pour reconnecter son couple et profiter d'un moment en amoureux où on peut se confier l'un à l'autre. Rien de culpabilisant dans ces petites cartes, que des questions belles, sympas, une petite pause dans la vie qui va si vite. C'est une excellente idée. » Un bon lien avec le thème d'aujourd'hui. Oubliez un peu la performance et savourez un moment à deux en jouant avec 2 minutes mon amour. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai fait un mauvais temps lors de mon jogging ce matin et je me sens nulle en tout et ce toute la journée. Pourquoi ne suis-je pas capable de me maintenir à un meilleur niveau? Lors de mon évaluation annuelle, mon manager a salué mes efforts et mon engagement. Je me suis sentie valorisée et appréciée. Mais comparée aux autres gestionnaires de mon niveau, je suis dans la moyenne, je ne sors pas du lot. D'un coup, je sens mon enthousiasme et ma motivation redescendre en flèche. Une petite vague de déprime me submerge, je me sens nerveuse et irritable. Heureusement, à l'école, mon fils sait lire avant tous ses camarades. Je suis très fière de ses résultats. J'ai l'impression que mes efforts portent leurs fruits. Mais là, ça me chicote. Pourquoi mes performances affectent-elles tellement mon moral? Puis-je être heureuse sans avoir les meilleurs résultats? Dans la philosophie grecque comme en psychologie positive, 2 approches du bonheur se démarquent. La conception hédonique et la conception eudémonique. L'approche hédonique postule que le bonheur est produit par des émotions agréables et un sentiment de satisfaction par rapport à la vie. La joie d'un beau paysage, l'émerveillement d'un sourire de bébé, le souvenir d'une conversation avec son grand-père. La perspective eudémonique, quant à elle, aborde le bonheur comme le fruit de la réalisation de son plein potentiel. Elle stipule donc que je suis heureux si je progresse, si je me sens en croissance. Cela repose sur des buts qui donnent du sens à ma vie. Une augmentation de salaire, une promotion, un objectif rempli, un record personnel au marathon. De nombreux psychologues ont développé cette deuxième approche. Dans cette approche eudémonique, nous voyons bien se dessiner l'importance de la performance dans notre bien-être. Être performant, c'est donc légitimement se sentir autonome et compétent, ce qui améliore aussi notre rapport aux autres et facilite notre connexion et notre sentiment d'appartenance. Pour tout ce qui touche au sentiment d'appartenance et de la facilité de la connexion, je vous renvoie à la bulle de bonheur numéro 125 sur la motivation. En résumé, le bonheur est produit par des émotions agréables et un sentiment de satisfaction. Y aurait-il des risques à la performance? Je crois qu'on peut dire que la performance se niche partout. Elle est sortie du camp classique du sport ou des salles de classe pour faire son nid dans tous les domaines de notre vie. Être performant au travail, être performant dans ses loisirs, être un bon ami, une bonne épouse, un bon mari, un bon conjoint, un bon amant, une bonne mère, un bon citoyen du monde. Si vous aimez jouer de la trompette, il faudrait être virtuose ou du moins progresser continuellement. Si vous aimez cuisiner, alors il vous faut exceller ou alors montrer que vous élevez toujours plus haut la barre de vos exigences. Nous nous habituons progressivement à nous évaluer ou à nous laisser évaluer sur tout. Dans mes accompagnements, les parents sont bien nombreux et bien désarmés parce que leur bébé pleure toujours la nuit car il est tout le temps malade, parce que leur fils n'est pas sélectionné dans la meilleure équipe de foot, parce que leur ado s'est rasé le crâne et qu'il n'a aucune motivation pour l'école. Et ils se sentent alors en échec et que, finalement, ils ont l'impression que tout ça révèle leur propre mauvaise performance. Notre société a progressivement transformé notre rapport à l'action en recherche de performance. Dans un monde qui glorifie l'effort, la performance serait-elle devenue un marqueur social très fort? Je me rends compte que de la culture du résultat, nous avons progressivement dérivé vers le culte de la performance. Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux qui, tout en renvoyant une image partielle de la réalité des autres,
ouvrent des boulevards de comparaison et nourrissent l'idée que nous ne sommes jamais assez. Et tous les âges sont concernés. De la jeune fille qui trouve que les autres sont toutes mieux qu'elle, aux jeunes mamans qui sont sûres que toutes les autres sautent dans leur jean à la sortie de la maternité, aux seniors qui culpabilisent de se sentir diminués physiquement alors que leurs congénères semblent encore courir tous les marathons du monde. Non seulement la recherche de performance pousse à l'évaluation, mais aussi elle pousse à nous standardiser. En effet, la performance suppose un système de critères et de standards qui permettent précisément de mesurer nos performances en comparaison de celles des autres. Les performances professionnelles, scolaires, sportives sont même standardisées dans des grilles très formelles. Mais il y a aussi des mesures de performance plus qualitatives et floues et surtout très subjectives. Il n'y a pas encore de grille pour être un bon parent ou une bonne personne, et pourtant, la recherche permanente de la performance appliquée à tous ces domaines nous pousse à nous comparer toujours plus aux autres. Par exemple, je regarde mon voisin qui se rend tous les jours seul au bureau dans son gros 4x4 polluant et je me sens bien meilleur que lui, puisque moi, je trie et je me déplace en vélo. Quel que soit le fruit de la comparaison, mon rapport aux autres se transforme. Nous sentons bien combien la recherche permanente de performance sépare autant qu'elle cherche à standardiser et pousser chacun de nous à progresser par la force de la pression sociale. Je vous laisserai écouter notre épisode 67, Je me positionne par rapport aux autres. Mais en fait, que cherchons-nous derrière cette quête sans fin de la meilleure performance ? Voulons-nous vraiment progresser en course à pied pour le plaisir que nous y prenons ou le besoin de dépassement de nous-mêmes ou encore faire mieux que la norme ? Quand la mode est au corps sain dans un esprit sain, voulons-nous nous prouver quelque chose à nous-mêmes ou bien aux autres ? Si vous êtes dans le cas d'une motivation extrinsèque, c'est-à-dire celle qui va trouver sa source dans des raisons qui vous sont extérieures, ça je vous renvoie vraiment sur notre podcast 125 sur la motivation et sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Les recherches démontrent que l'intention cachée reste toujours la même. Soit vous êtes en recherche d'une récompense comme un statut social, ou alors en recherche de l'amour d'un proche, ou enfin, pour terminer, soit éviter une punition. C'est par exemple le cas de l'étudiant qui va en cours sans aucun intérêt, juste pour éviter d'être recalé pour absence répétée. Cependant, si le résultat à court terme est le même que pour les objectifs intrinsèques, c'est-à-dire tous ceux qui viennent de nous, les études ont démontré que cette motivation qui vient de l'extérieur est finalement une source de frustration et ça nuit à nos progrès à long terme. Et si la performance nous faisait perdre le contrôle de notre quête de progression ? Vous connaissez Naomi Osaka ? C'est une grande joueuse de tennis professionnelle japonaise, classée numéro 2 mondiale à l'hiver 2021. Elle se retire quelques mois après le tournoi de Roland-Garros. La raison ? Les conférences post-match et les questions pressantes des journalistes sur ses performances font grandir chez elle une angoisse qui a déjà nourri plusieurs épisodes de dépression. Voilà qui lève le voile sur un mal bien connu de ceux qui se donnent à 3000% pour un objectif précis, comme par exemple les étudiants devant leurs examens ou les grands face à une compétition. C'est l'anxiété de performance. Le mal ne date pas d'hier, mais la pression croissante à la performance dans tous les domaines a accru considérablement son ampleur et son intensité ces derniers temps. Concrètement, cette émotion bloquante, qui est cette anxiété de performance, se produit à l'approche d'une situation d'évaluation et se manifeste par un éventail assez large de symptômes physiques et psychologiques. Ils peuvent s'apparenter au stress, dont nous avons parlé dans notre bulle de bonheur numéro 120, mais sans le côté moteur. Généralement, l'individu traversé par l'anxiété de performance a une perception négative de lui-même dans le contexte de l'évaluation et il perd confiance en lui. Il surévalue les risques liés à la situation et il rumine. Je vous laisse écouter notre podcast Bulle de Bonheur 83 sur la rumination. Et certains passent par des épisodes de panique ou des crises d'angoisse paralysantes. Ça peut conduire à des comportements d'évitement, de fuite ou de perfectionnisme. Par exemple, un de mes amis a connu plusieurs échecs cuisants à l'examen du permis de conduire. À tel point
qu'au moment de le repasser pour la 5e fois, il s'est inconsciemment sabordé lui-même. Il était incapable de faire face au risque de tout donner et de faire au mieux pour recevoir encore un avis négatif. La recherche de performance à tout prix peut aussi nous pousser à adopter des comportements parfaitement opposés à nos objectifs. C'est aussi celui qui veut performer à une conférence qu'il donne et il finit par se laisser envahir par un stress inadéquat alors qu'il s'est bien préparé et qu'il connaît parfaitement son sujet. Allez, je change de regard. Alors, comment garder de la mesure tout en cherchant à progresser? Alors, une première idée, connectez-vous à vos valeurs. Rappelez-vous, nous en parlions dans l'épisode 75, J'identifie mes valeurs. Les valeurs sont votre boussole. Elles sont ce qui est le plus important pour vous et c'est ce qui vous aide à déterminer où vous pouvez déployer vos talents et vous investir. Vos valeurs vous aident à prioriser. Dans ce contexte, elles vous permettront de faire le tri dans tous les domaines dans lesquels vous vous efforcez d'exceller. Un tri sain parce que vous serez connecté à ce qui compte profondément pour vous. Par exemple, si vous vous sentez utile, impactante et en même temps passionnée par votre métier qui a du sens pour vous, il est probable que vous décrocherez des évaluations positives et que vous progresserez. À l'inverse, vous aimez la fantaisie. Pour garder la forme et faire un détox des sorties du week-end, vous courez avec ennui autour d'un stade en comptant inlassablement les tours et en essayant de battre votre record. Pour enlever la lourdeur de ce jogging forcé, vous pouvez peut-être découvrir de nouveaux itinéraires. Vous aurez ainsi toujours votre moment de détox et en plus, vous répondrez à votre besoin de fantaisie. Finalement, au diable la performance. L'important, c'est d'être bien dans l'activité que l'on fait. Deuxième piste, s'arrêter pour savourer l'instant présent. La recherche de la performance nous concentre sur l'objectif à atteindre, donc sur l'avenir, ce qui occulte souvent le chemin pour y arriver. Se reconnecter à l'instant présent, à nos sensations et à nos émotions sont souvent de bonnes respirations à prendre pour prendre du recul sur nous-mêmes et réajuster nos choix et nos comportements. J'ai envie de faire le parallèle en me revoyant courant d'une activité à l'autre pour mes enfants, m'éreintant à faire des repas maison tout bio, super équilibrés, fermant mon ordi dans la précipitation pour filer les chercher, m'épuisant à aider l'un à progresser en maths tout en faisant réciter sa poésie à l'autre. Et je me revois fatalement devenir une vraie harpie qui gère mais ne vit pas le moment présent. J'ai fait une pause et je me suis rendu compte que cette recherche de la perfection maternelle m'éloignait en réalité de ma famille et des bons temps que j'avais envie de passer avec eux. Je me donnais finalement moi-même le mauvais rôle. J'ai donc décidé de baisser la barre de mes exigences et j'ai accepté de l'aide et alors tout va mieux. Je vous propose pour ça de faire un petit détour par notre podcast 93 sur l'effort. Troisième piste, faire preuve d'humilité et de lâcher prise. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast 21 sur le lâcher prise. La toute-puissance du résultat part du postulat que si nous nous donnons à fond, nous obtiendrons les résultats que nous souhaitons. Mais c'est laisser bien peu d'espace aux circonstances, au contexte et aux contingences qui peuvent venir perturber une équation qui semble très mécanique. Je pense que l'épisode du Covid que nous vivons nous le démontre bien. Nous pouvons essayer de changer notre regard sur les événements et ainsi diminuer la force de leur impact et donc l'impression que nous nous mettons en réalisant que nos actions à elles seules ne suffisent pas pour produire les résultats que nous souhaitons. Quatrième et dernière piste, laissez un peu plus de place à la culture de moyens. Pour l'illustrer, pensez à la proposition de service d'une entreprise de chauffage. Elle peut soit vous garantir une visite hebdomadaire et vérification de votre chaudière, ça c'est une culture de moyens, soit vous garantir qu'il fera un minimum de 19 degrés tout l'hiver, et ça c'est la culture de résultat. Nous pouvons probablement aussi réajuster nos objectifs ainsi. Un peu de culture de moyens, un peu de culture de résultat. Par exemple, si je me dis que j'ai envie d'aller nager toutes les semaines, je peux me dire que je ne me forcerai pas à faire 40 longueurs coûte que coûte. Mais par contre, je peux me dire que je peux aller nager pour prendre aussi le plaisir d'aller me détendre. Et ça va me permettre de rester satisfaite de moi-même,
même si parfois je suis un petit peu trop fatiguée pour nager tous ces kilomètres. Dans certains domaines sur lesquels nous avons très peu de contrôle, la culture de moyens allège terriblement la pression que nous nous mettons à nous-mêmes. Je pense particulièrement à la parentalité. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Être performant répond à notre besoin d'accomplissement. 2. Performance et motivation sont positivement reliés lorsque nos objectifs sont connectés à nos valeurs et à nos désirs profonds. 3. Si la quête de performance est uniquement orientée sur la progression, elle peut devenir source de comparaison, d'anxiété, d'obsession et perdre du sens. 4. Lâcher prise, se reconnecter à ses propres valeurs, fait baisser la tension. Et 5. Trouver un juste équilibre entre la culture de moyens et la culture de résultats permet d'ajuster notre rapport à la performance. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes ensemble et nommez 2 domaines dans lesquels vous vous sentez compétent. Avec quelles valeurs qui vous tiennent à cœur sont-ils connectés? La petite mousse de la semaine va vite, même très vite. C'est un petit shot bien fort à boire cul sec, car il risque de vous filer entre les doigts. Elle nous vient du coureur Usain Bolt. Si vous vous inquiétez de votre performance, vous avez déjà perdu. Entraînez-vous dur, montez, courez de votre mieux et le reste prendra soin de lui-même. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.